Bienvenue, bienvenue à vous toutes. On va accueillir Slevena. Voilà. Tu es parmi nous, Slevena? Très bien. Ok. Donc, on va traiter aujourd'hui du coaching, des RPS et du bien-être au travail avec on a appelé ça relever les défis des nouveaux modes de travail. Donc, on fera un petit point sur comment la crise sanitaire et les nouveaux modes de travail impactent un peu enfin beaucoup même, la plupart d'entre nous et la plupart des collaborateurs et des managers, et quelles solutions on peut apporter en tant que coach ou formateur pour justement ces collaborateurs en souffrance, collaborateurs et managers, à travers notre offre de services, Odyssée Solutions, et quelque chose d'assez novateur qui est l'Humanae, qui est une entreprise qui propose du coaching situationnel qu'on aura l'occasion de vous présenter. Non, Catherine, nous ne t'avons pas entendu. Ok, on accepte une nouvelle personne. Je pense qu'on est full maintenant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à mettre dans le chat qui vous êtes, ce que vous faites, de quelle région vous venez et vos attentes particulières par rapport à ce webinaire. Hein, on est assez peu nombreux, donc je vais vous demander de couper vos micros, mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions en levant la main. Ou tout simplement en prenant la parole. On est assez peu nombreux pour se permettre de se sentir à l'aise et d'échanger tous ensemble. Voilà. Donc les petits mots dans le chat. J'ai qu'un seul écran, je vois pas tout, donc n'hésitez pas à lever le pouce si vous avez des questions particulières, tout simplement. Alors l'introduction, je vais vous présenter rapidement ICF France, les sujets de déontologie et ce qu'est la Semaine internationale de coaching. Dans tous les webinaires, nous passons par cette introduction. Il nous paraît important de présenter qui on est et dans quel cadre on intervient. Donc ICF France, c'est une branche de l'International Coaching Federation, qui est la fédération la plus importante en nombre dans le monde, puisqu'elle est présente dans 160 pays et 60 000 membres. Ce n'est pas la seule, hein, mais c'est en tout cas celle qui est représentée dans plus de pays, avec une mission, développer et défendre la profession de coach en établissant des normes élevées. Adhérer à ICF France ou à ICF Monde, hein, c'est faire partie d'une communauté qui est reconnue dans le monde du coaching. Ça peut ouvrir des portes par rapport aux entreprises. En tout cas, c'est, nous l'espérons tous, un gage de qualité. En France, la communauté ICF comprend plus de 1700 coachs. L'intérêt de cette fédération, c'est d'adhérer à une déontologie, une éthique et à des certifications. Donc on a un code déontologique fort, hein. Le coaching, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas de la formation, ce n'est surtout pas de la thérapie. Donc on essaie de faire émerger des prises de conscience pour que la personne trouve, le coaché trouve les solutions qui lui appartiennent et franchisse pas à pas les pas vers son objectif. Le standard de l'ICF se fait à travers certaines certifications. Il y a 3 certifications. Chaque certification atteste que le coach a une formation et des heures de pratique, qu'il a été supervisé et qui continue à se former. Chaque certification fait suite en tout cas propose un certain nombre d'heures de formation obligatoire et un minimum d'heures de pratique qui sont demandés pour chaque niveau de certification. Et à chaque niveau de certification, il y a un examen qu'il convient de passer et de réussir. C'est un examen qui est assez complexe, puisqu'il fait appel à des notions de déontologie, de confidentialité et de pratique, dans l'esprit du coaching selon ICF Monde. La Semaine internationale du coaching, c'est une semaine qui a une dimension internationale, qui est organisée partout dans le monde par ICF. Cette année, c'est du 12 au 18 mai. Et son but, c'est de faire découvrir le coaching professionnel et de célébrer son efficacité et son impact. C'est créé depuis 99. Ça rassemble un millier d'événements. Le thème de cette année, c'était inspirer, transformer, se développer. Ça vise à faire connaître la profession et ce que peuvent apporter le coaching aux individus, aux entreprises, aux organisations. Alors, qui sommes-nous? Déjà, je vais essayer de vous voir un peu, parce que sur mon écran, je ne
Je ne vous vois pas, je ne me vois pas, je vois personne, et je vois même pas les petits pouces, donc n'hésitez pas à intervenir. J'ai un petit peu de mal à gérer mon ordinateur. Alors, qui sommes-nous? Ben, je suis Pascal, hein, je suis coach depuis 2021. Je suis sur la région parisienne et actuellement dans le Limousin, qui est ma base de repli. Je suis le fondateur d'Odyssée Solutions, qui est mon entreprise, mais qui est aussi un collectif de coachs. On y viendra un petit peu plus tard. Et Émilie Pamard, qui malheureusement ne sera pas parmi nous ce soir parce qu'elle est souffrante, qui est coach ICF, ACC et qui participe au collectif Odyssée Solutions. Hop, alors Émilie, bon, elle n'est pas là, mais je vais vous la présenter quand même. Il n'y a pas de raison, hein. Elle a 14 ans d'expérience en entreprise. Elle a été manager pendant 11 ans. Elle a fait différents métiers, marketing, communication, dans beaucoup de contextes opérationnels, corporate, international. Et elle a subi un burn-out avant sa reconversion et elle se spécialise maintenant beaucoup dans tout ce qui est soutien aux personnes qui ont qui se retrouvent dans la même situation. Elle l'a vécu, donc elle peut en parler et elle veut aider sa composante de coach, sa couleur de coach, hormis le fait qu'elle est consultante en bilan de compétences, qu'elle est aussi formatrice, c'est travailler sur les émotions, les transitions professionnelles et les personnes qui ont eu des difficultés suite à des RPS ou des stress. Elle est certifiée en premier secours de santé mentale. Moi, j'ai déjà un petit peu parlé de moi. J'étais surtout manager dans un grand groupe bancaire où j'étais N-1 COMEX, donc j'ai animé de grosses équipes, j'ai conduit des projets à impact, et j'ai fait beaucoup de communication et je suis venu en reconversion professionnelle dans le monde du coaching tout simplement parce que dans mon entreprise, suite à un arrêt d'activité, j'ai eu le choix entre partir et faire les choses qui me plaisaient ou recommencer à gravir les échelons dans le monde bancaire qui ne m'intéressait plus beaucoup puisque les postes étaient beaucoup moins intéressants. J'avais un petit peu fait le tour et j'avais eu la chance d'avoir des postes très intéressants. Donc j'avais du mal à retourner là-dedans, que le Covid étant passé en plus. Et je suis arrivé dans un grand groupe qui était assez déshumanisé, hein, un groupe BPCE, sur lequel je trouvais pas de sens. Donc je préférais partir. Je suis praticien BTI, coach Ikigai, j'ai été formateur, puis je suis évidemment coach professionnel. J'ai été formé par Coaching Way en 2021. Alors de quoi va-t-on parler? On va parler de coaching, RPS, bien-être au travail un petit peu, mais surtout des nouveaux modes de travail. Donc la crise sanitaire, hein, a entraîné le développement de nouveaux modes de travail qui existaient déjà, mais qui, à la marge, donc comme le télétravail, le flex-office, hein, mais qui se sont généralisés et ça a entraîné des modifications de comportement importants des salariés, des managers, des ressources clés, avec des conséquences importantes en termes d'isolement, de perte de sens, de désengagement, de souffrance au travail, de risques psychosociaux, d'émissions silencieuses. Et la fidélisation et l'engagement des salariés et des managers pour les entreprises devient un enjeu de plus en plus important. Là, on aborde les aspects négatifs, mais il y a aussi plein d'aspects positifs au télétravail. On va y venir. Le télétravail donc a émergé suite à la crise sanitaire. Alors, on a des chiffres qui sont assez variés, hein, qu'on trouve un peu partout. Ce qui était réservé à une minorité, principalement des cadres et principalement dans les métiers du tertiaire, puisqu'en 2018, on n'avait que 6%, 9% en 2019 de télétravailleurs sur le secteur privé. Hein. On est passé à plus de 30%, même jusqu'à 46% sur l'ensemble des travailleurs, donc privés et publics, pendant la période de 2020, hein, forcément, puisqu'on ne pouvait pas aller au travail. Et depuis, le télétravail a continué à représenter une part importante des travailleurs dans le secteur privé comme dans le secteur public. Alors, en 2024, pour le secteur privé, on estime qu'un salarié sur 5 est en télétravail, enfin a du télétravail, hein, pas du télétravail complet, hein, puisque c'est en moyenne entre 2,5 et 3,5 jours par semaine selon les entreprises et selon les, euh, les grades, enfin cadres ou non cadres, alors qu'en 2019, pour le secteur privé, on était à 4%. On estime sur les sources de l'INSEE et Deloitte qu'il y a 33% des salariés, donc il y a un décalage par rapport à ce qu'on voit
effectivement, je vous demande quelques instants, il y a quelqu'un qui nous rejoint. Voilà. Et qui a déjà télétravaillé? Ben, il n'y a pas de surprise, hein, c'est 75% les cadres, 17% les employés, il y a quelques ouvriers. Et le télétravail se généralise surtout sur les métiers de tertiaire, donc les banques, les assurances. Alors le télétravail, c'est quand même un mode de travail avec des avantages qui sont plébiscités par les salariés. Alors, il y a des gains de productivité. En moyenne, les télétravailleurs gagnent 1 heure simplement en supprimant les trajets domicile-travail. Donc c'est le premier impact et le plus gros. Je ne me déplace pas, donc je perds pas mon temps dans les transports avec les aléas du transport. Donc je suis plus efficace, j'ai plus de temps à consacrer à mon travail, mais aussi à ma famille. 30% des salariés estiment être plus productifs à distance. Tous les chiffres sont en fin de slide, hein, vous pourrez les retrouver. La plupart des gens trouvent, 70% des collaborateurs en télétravail trouvent que ça améliore leur équilibre de vie. Il y a la réduction du stress par rapport au transport. 55% déclarent que ce stress était important et qu'il y a cette diminution de stress. Le télétravail oblige aussi à de l'autonomie et de la responsabilisation. Il y a des économies financières, c'est pas négligeable. Hein, c'est évalué à environ 2 000 € par an économisés en essence, repas, habillement. Ça se comprend facilement. Pour l'employeur, et on verra les effets connexes, il y a aussi des réductions de coûts immobiliers et de fonctionnement. C'est une aubaine pour les employeurs, le télétravail, dans certains cas. Et bien sûr, c'est bon pour la planète, puisqu'il y a une réduction de l'empreinte carbone. Un salarié qui est 2 jours en télétravail réduit ses émissions de carbone, surtout s'il venait en voiture et surtout si il était dans un secteur peu desservi par les transports en commun. C'est devenu incontournable, le télétravail. Actuellement, 36% des jeunes actifs en font un critère non négociable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de télétravail, ils quittent leur entreprise, voire ils ne postulent pas. 53% des 18-24 ans sont prêts à quitter leur entreprise si on leur impose du présentiel. 100% de présentiel. Niveau cadre, c'est pareil, 45% des cadres démissionneraient s'ils ne pouvaient plus télétravailler. Et c'est un facteur maintenant de négociation important, puisque 27% des cadres négocient leur jour de télétravail, en tout cas essayent de négocier lors de l'embauche. Alors il y a plein d'éléments positifs sur le télétravail, mais il y a aussi des éléments négatifs. Déjà des problèmes de santé physique, de troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, hein, les douleurs physiques. On s'aperçoit que 57% des télétravailleurs ont des douleurs fréquentes contre 51% des salariés en présentiel. 44% présentent des troubles du sommeil. Pour les lombalgies, c'est pareil, les personnes en télétravail ont plus d'épisodes de lombalgie que ceux qui sont travailleurs hybrides ou ceux qui ne pratiquent pas le télétravail. Alors pourquoi, hein, c'est simple, hein, même si les employeurs font souvent des efforts pour nous fournir du matériel, le télétravail, c'est souvent quelquefois, pour les plus chanceux, une pièce qui est réservée. Sinon, c'est un espace dans la maison qui est consacré à ça. On n'a pas forcément les super beaux fauteuils équipés, fournis par l'entreprise. On est plus souvent, quelquefois mal assis. On fait un peu avec les moyens du bord. On s'installe sur un canapé, on s'installe sur un fauteuil, on s'installe sur une chaise dans le jardin. Que sais-je, plein de choses qui sont pas super bonnes pour le dos quand vous travaillez avec votre ordinateur. C'est comme ça, mais effectivement, c'est un point d'attention. Le télétravail, c'est aussi quelquefois plus de sédentarité, avec des postures prolongées, pas forcément adaptées, qui augmentent ce risque, dont parle assez peu en fait, mais qui est, vous le voyez, assez présent d'après les statistiques qui nous sont remontées. Il y a un déséquilibre de vie professionnelle et personnelle. Alors, certains trouvent qu'ils travaillent plus à la maison et que donc finalement ils estiment que leur temps de travail est plus élevé en télétravail qu'en présentiel. Et ce temps de travail plus élevé, des fois, mange totalement l'économie de transport qui est faite, avec une implication plus importante. Il y a surtout une très grosse difficulté à se déconnecter quand vous pouvez travailler de chez vous. Selon la pression que vous avez par votre conscience professionnelle, par votre employeur, par le contexte, par les clients, vous pouvez vous mettre à travailler quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et quelquefois, on a tendance à abuser et ne pas se déconnecter suffisamment.
enfin moi je le vis en tout cas dans mon activité, c'est quelquefois votre lieu de vie devient aussi votre lieu de travail. Donc il peut y avoir une confusion à un moment, on ne sait plus si on est sur un espace de vie personnelle ou sur un espace de vie professionnelle, surtout quand on n'a pas la possibilité d'avoir un espace tout à fait réservé ou une organisation qui permet tout ça. L'isolement social aussi et la perte de liens collectifs sont des éléments importants. Le télétravail peut réduire les interactions informelles. Il peut y avoir une disparition du sentiment d'appartenance, de la cohésion d'équipe. Ça peut entraîner un isolement. Alors ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui, au contraire, trouvent qu'au télétravail, les liens se renforcent avec certains de leurs collègues puisqu'ils leur voient en fait que les côtés positifs. Donc on a des sources différentes sur ces sujets-là. Enfin, des choses auxquelles on pense pas toujours, enfin, auxquelles les hommes ne pensent pas toujours, en tout cas, c'est les inégalités de genre. Les femmes qui sont télétravailleuses rapportent plus fréquemment des moyens insuffisants pour travailler et elles sont davantage confrontées à la charge mentale liée aux tâches domestiques. On est à la maison, on se sent peut-être obligé de faire des choses qu'on ne ferait pas quand on est au travail, tout simplement. Il y a ce type de pression qui peut être importante. Émilie en aurait parlé mieux que moi parce que c'est quelque chose qu'elle subit. Hein. Donc excusez mon discours si ça paraît un petit peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais effectivement, il y a cette charge mentale qui est assez importante. Vous êtes chez vous, du coup, vous donnez un certain nombre d'obligations en plus du travail. Hein, c'est valable aussi pour les hommes, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est un peu plus notable chez les femmes. Et puis surtout les addictions. Le télétravail favorise l'hyperconnexion, mais ça exacerbe aussi des addictions, l'alcool, le tabac et autres. Hein. Mais effectivement, quand vous avez plus le regard de vos collègues, c'est facile de prendre un apéro, un autre, etc., d'aller fumer des cigarettes directement chez soi parce qu'on dérange personne, on n'est plus obligé d'aller descendre dans l'espace fumeur. Donc il y a des addictions qui peuvent augmenter. Donc. Tout ça, ça donne des impacts directs sur la santé mentale. Donc 62% des salariés en télétravail signalent une augmentation du stress et 32% ressentent une diminution de leur bien-être mental. On constate, sans que ce soit forcément lié, on fait pas toujours un rapport de cause à effet, mais il y a quand même 3 fois plus de burn-out depuis 2020. Donc c'est lié certainement au nouveau mode de travail, c'est lié aussi au contexte post-crise sanitaire, qui est beaucoup plus anxiogène, mais en tout cas 3 fois plus de burn-out qu'avant. J'arrête pas de parler, je vous propose de réagir à ce que je viens d'évoquer. Est-ce que ça rejoint ce que vous connaissez? Donc, je vous invite à lever la main et à prendre la parole. Donc, on a... Ok, vas-y Alicia. Oui, alors première réaction, moi je suis assez surprise parce que pour avoir vécu le télétravail, pour moi ça a augmenté le bien-être mental justement parce qu'il y a plus il y a un temps de transport réduit qui est conséquent. Il y a un peu plus de liberté. Enfin voilà, bon parfois j'ai travaillé en pyjama. Donc en fait c'est associé à un cadre de travail qui est un peu plus souple, on s'organise comme on souhaite. Enfin, voilà, c'est associé à un petit peu plus de liberté tout en faisant bien sûr son travail. Et donc du coup, je suis assez étonnée que ce qui avait écrit sur la diapositive, en fait, que depuis 2020, potentiellement le télétravail a contribué à réduire la qualité de la santé mentale au travail. Mais je pense que les avantages qui étaient indiqués sur le télétravail, ils sont bien réels. Mais je pense aussi peut-être que le télétravail, ça ne convient pas à tout le monde, notamment les personnes qui n'arrivent pas peut-être à justement délimiter une zone de travail, un temps de travail. Des personnes qui souffrent d'un surengagement et donc du coup voilà, on est face à son ordinateur, il est 18h30, on aimerait bien finir la mission sur laquelle on était, bon allez, on peut pousser jusqu'à 19h, on est déjà chez soi, donc on retarde le dîner et puis en fait ça peut vite être un cercle vicieux et je le vois notamment dans des proches, chez des proches. Donc voilà, je peux comprendre qu'il y ait des pièges.
Et pour moi, enfin, ça me fait, je parle et je réfléchis en même temps, hein, mais je me demande si quand une entreprise instaure une politique de télétravail, il ne devrait pas y avoir de la prévention, euh, quasiment une formation de télétravail en fait sur ben voilà, le télétravail ça permet ça, 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 mais voici les points de vigilance. Pensez à bouger chez vous, pensez à la mobilité, pensez à faire des pauses, les horaires, c'est les horaires. Enfin, voilà, qu'il y ait de la prévention sur ça en entreprise pour limiter justement les dommages derrière. Voilà, c'est ma réflexion. Stéphanie? Merci, Moi, je, Alicia. moi, je rejoins également le propos en juste par mon exemple perso. Hein, le Covid, ça fait du full-time télétravail, et nous, on a eu la chance d'être accompagnés par l'entreprise où je travaillais. Il y a eu de la sensibilisation, ça s'est organisé, on nous a bien rappelé le droit à la déconnexion, enfin tout ce genre de choses. Et j'avoue que même, alors j'étais pas très fan du télétravail, j'en faisais de façon exceptionnelle, même pas occasionnelle, c'était exceptionnel. Et pour autant, ça a été plutôt bien vécu en général. Mais du coup, je souligne du coup l'importance de l'implication de l'entreprise dans la démarche, effectivement. Merci, Stéphanie. Qui a levé la main? J'ai vu une autre Non, c'est parler. moi qui ai mis un pouce. Ok, c'est un pouce. Très bien. C'est alors, le sujet du télétravail. Et alors moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Alicia, la notion de piège. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'avantages, mais il y a quelque part un certain nombre de pièges, et tu les as bien exprimés. Hein. Ça tient à son équilibre de vie, ça tient à l'accompagnement qui est fait par l'entreprise, ça tient à la pression aussi qui est mise par l'entreprise quelquefois. Donc on a une situation qui est d'un côté plébiscitée. Hein, vous avez vu dans les avantages, hein, il y a plein d'avantages et c'est plébiscité par les gens qui en bénéficient. Et à côté de ça, quand on interroge, des gens qui télétravaillent, il y en a quand même une grande partie qui pense, c'était quoi les chiffres exacts que j'avais, qui signalent une augmentation de leur stress. 62% des salariés en télétravail signalent une augmentation de leur stress. 32% ressentent une diminution de leur bien-être mental, alors que de l'autre côté, on en a 70%, voire plus, qui sont contents de la situation et qui trouvent que ça permet un meilleur équilibre. Donc on est sur une situation où on a l'impression qu'il y a des ambiguïtés, voire de la schizophrénie. Enfin, je ne sais pas si le terme est exact, mais il y a des pièges effectivement dans le télétravail, il y a des bénéfices qui sont nombreux, là, ils sont récapitulés sur ce slide, un meilleur équilibre vie professionnelle vie privée, c'est ce que disent les bénéficiaires du télétravail, meilleure productivité, un gain de temps, réduction de fatigue. Les entreprises voient qu'il y a une diminution de l'absentéisme aussi, et par contre il y a des risques. Certains, comme tu disais Alicia, ont tendance à travailler un peu plus pour finir leur dossier, pour finir ce qu'il y a à faire, parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils ont la pression. Certains ont du mal à se déconnecter. Il y a les problèmes, les fameux TMS, hein, mais ça, on n'en a pas conscience. Mais ils existent aussi en entreprise, hein, mais ils sont traités avec des équipements particuliers. Et un isolement social qui peut arriver. Donc, il y a une grosse question d'accompagnement par l'entreprise, effectivement. Et c'est quelque chose qui, à la fois, est bien vécu, mais qui recèle un certain nombre de pièges. D'autres échanges par rapport à ça? Oui, je me questionne. Alors, tu l'as mentionné, Pascal, mais 62%, c'est ça, des salariés en télétravail qui se disent. Mais je me demande, est-ce que s'ils n'avaient pas été en télétravail, est-ce qu'il y aurait eu aussi un chiffre important de personnes qui se disent affectées, enfin, au niveau de la santé mentale? Je me questionne sur, comme tu l'as dit, est-ce que c'est le télétravail qui a entraîné une dégradation de la santé mentale professionnelle, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme la crise économique, la guerre qui est quand même bien revenue dans notre quotidien informationnel, etc., qui peut susciter des angoisses, le sujet écologique qui est aussi très anxiogène. Il y a tous ces sujets-là que même si on ne regarde pas la télé, on sait ce qui se passe quand même dans le monde et c'est quand même pas très joli. Donc du coup, je me questionne sur quelle est
quelle est la responsabilité, quelle est la part de responsabilité de ce mode de travail dans le chiffre de la précédente diapositive. Voilà. Mais alors après, il faudrait faire une étude détaillée, mais je me questionne sur ça. J'entends bien. Christelle? Oui, pour le vivre au quotidien, moi j'ai 4 jours de télétravail sur 5. C'est vrai qu'il y a la cohésion d'équipe déjà qui s'est complètement délimitée. Et puis le fait, enfin moi ça va, j'arrive à faire quelques pauses et tout, mais quand j'en discute avec des collègues, il y a une sédentarité accrue. Vraiment, il y a des personnes qui prennent très peu de pauses, qui marchent très peu, et du coup c'est vraiment un vrai problème de santé publique. Au moins quand on allait au boulot, ça nous forçait, peut-être qu'il y avait cette perte de temps, mais ça nous forçait à bouger. Et puis vraiment cet isolement social, parce que on passe quelques coups de fil dans la journée, mais bon, après il y a des jours où quand on n'a pas envie, on dit j'appellerai demain, et puis finalement on se rend compte qu'au bout de la journée on n'a pas parlé à grand monde, 1 à 2 personnes, voire 0. Donc c'est vrai que, moi pour le vivre au quotidien, j'apprécie vraiment les avantages dont on a parlé, mais après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de risques d'être isolé et de pas bouger, et le fait de moins communiquer aussi en termes de méthode de travail, tout ça, c'est pas évident. Oui, je partage. J'entends les différents arguments, et je partage ce que tu viens de dire. Moi, je l'ai plutôt vécu comme ça, plutôt que comme Alicia. C'est-à-dire, quand j'ai bénéficié du télétravail en 2019, avant la crise sanitaire, c'était que du bonheur, mais c'était peu. C'était 1 jour par semaine ou 2 jours. Donc c'était nouveau, ça rentrait dans un cadre assez facile. Et puis quand ça s'est généralisé un peu plus après la crise sanitaire, donc moi je parle pas de la crise sanitaire parce que c'était particulier, mais après c'est en 2022, enfin 2020, 2021, 22, ça s'est mis comme ça. Le fait que ce soit 3 jours et plus généralisé, je trouve c'est devenu une espèce de routine un peu négative en ce qui me concerne, où il n'y avait plus la même organisation, le même entrain qu'avant, où j'avais le sentiment de bénéficier à titre personnel des avantages, d'économie de transport et tout, mais j'avais le même rythme, entre guillemets, et je voyais à peu près le même nombre de gens. Alors que quand c'est devenu un peu plus institutionnalisé, avec 2 jours ou 2 jours et demi par semaine, c'est devenu différent, avec effectivement beaucoup plus de sédentarité, d'isolement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai en partie vécu. Oui, Alicia? Oui, je précise que moi, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, le maximum, c'était 3 jours de télétravail par semaine. Et j'étais tombée rapidement sur une étude de je ne sais plus quel organisme qui avait analysé, on était venu à la conclusion que le nombre de jours idéal pour le télétravail, c'était 2 par semaine. Donc ça pose aussi la question de le télétravail, oui, mais effectivement, si c'est en trop grande quantité entre guillemets, peut-être que là les pièges deviennent encore plus gros. Peut-être que là effectivement, j'entends tout à fait l'isolement social, etc. Donc peut-être que une des pistes, c'est de réfléchir à quelle est la bonne durée de télétravail pour chaque entreprise en fonction des modes de travail. Est-ce que aussi des outils de télétravail ont été développés spécifiquement? Parce que si du jour au lendemain, on a juste notre boîte mail et une page Notion, il y a des outils comme Slack qui permettent de collaborer entre collègues, etc. Je pense qu'il y a aussi tout un tas d'outils dont les entreprises peuvent se munir pour que le télétravail se passe de la meilleure façon possible. Mais voilà, c'était juste pour faire cette précision. 2 jours de télétravail, a priori, c'est le combo gagnant. Sûrement. Karine? Oui, je rejoins un petit peu ce qui a été dit, hein. C'est vrai que moi j'étais dans mon entreprise précédente, on était sur du 2 jours, effectivement. J'aurais pas été contre un 3e jour, mais c'était vraiment pour l'aspect logistique de temps, notamment au niveau du trajet. Et je trouve que c'est très énergivore de faire son temps de trajet, d'arriver assez énervé, surtout quand on est en Île-de-France, parce que c'est compliqué. Ça m'a été un sujet d'un de mes posts sur LinkedIn, tellement j'avais la rage en fait à cause de ça. Bon bref, entre parenthèses. Et c'est vrai que les 2 jours, ils étaient plutôt pas mal. L'avantage, c'est que j'avais quand même un bureau à part de mon espace de vie et de ma famille aussi.
qu'on a pu aménager et je me suis procuré tout le matériel nécessaire parce que là dernièrement j'ai commencé une formation où je suis à la maison, mais je travaille autant en formation finalement que quand j'étais en poste. Et j'ai eu des douleurs atroces et je pense que c'est notamment à cause d'une mauvaise posture et je me positionnais très très mal. Donc je me suis procuré deux doubles écrans. Je me suis procuré un bureau qui monte et qui descend avec le siège qui va bien. Et voilà, j'essaie de varier aussi la station debout, assise, etc. Et mais c'est vrai que voilà, en étant à la maison, je suis autant investie chez moi que quand je suis en poste. Et au final, je fais des grosses journées, je prends pas beaucoup de pauses, mes pauses déjeuner sont assez courtes. Et autant j'aime faire des activités un peu sportives ou aller marcher à l'extérieur, et finalement, quand je suis en télétravail, je le fais peu ou presque pas. Donc c'est là où il y a un équilibre à trouver, et je pense que c'est important de prendre le temps d'y réfléchir et de se l'imposer, et de le mettre dans sa routine et dans son agenda pour le respecter, parce que finalement on fait que ça finalement. Le mettre dans son agenda, parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand tu es en télétravail chez toi, tu peux travailler à tout moment. Donc tu n'as aucune raison en fait compte de t'accorder du temps ou de faire autre chose que ton travail. Bon, il y a une espèce de mécanisme qui se met peut-être comme ça en place et qui fait que si tu étais dans ton entreprise, tu partirais déjeuner avec tes collègues, tu prendrais du temps, alors que là tu es chez toi. Finalement, tu peux manger sur le pouce vite fait et tu le fais et tu reprends le travail peut-être plus vite que si tu étais tranquillement dans ton entreprise où tu irais manger avec des collègues et tu prendrais peut-être le temps qu'il faut, le temps de faire du sport, parce que ta réunion elle serait à 2 heures, ça serait planifié, ça serait cadré et finalement les choses peut-être s'organiseraient plus facilement. Alors que là, on se fixe peut-être des contraintes parce qu'on est là et qu'on est disponible et qu'il suffit de se mettre devant son ordi qui est à 5 mètres de la cuisine ou 10 mètres de la cuisine selon ton espace. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, la vie sociale est importante. C'est vrai que ça peut manquer. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe, donc ça peut manquer d'être en télétravail. Par contre, l'avantage d'être à la maison quand on sait travailler et s'organiser, c'est que moi pour ma part, je suis plus productive. Quand je suis au bureau, j'adore voir les autres collègues échanger et je suis à fond sur l'intelligence collective, je le dis assez souvent, mais à côté de ça, t'es dérangé constamment et finalement, t'avances pas comme tu devrais, quoi. Ouais, avantage, inconvénient. Le bénéfice piège. Ouais. Et alors, quand on est à son compte, je pense que c'est encore pire. Je trouve, puisqu'on se fixe nous-mêmes de contraintes. On va avancer, on respecte les horaires qu'on a envisagés. Alors le flex office et les open space, je vais être bref là-dessus. C'est une opportunité pour les entreprises qui avaient déjà commencé à développer un peu le flex office en se disant j'ai jamais tous mes employés, tous mes salariés qui sont présents sur mon lieu de travail. Je crois que avec l'absentéisme, en gros, c'est une dizaine, entre 10 et 15% de places qui sont inoccupées à chaque fois, jusqu'à 20-25 selon les entreprises. Donc c'était le flex office commençait à se développer. Avec le télétravail, quand vous avez vos salariés qui sont absents 2 jours par semaine, voire 3, voire 4, forcément, pourquoi leur garder un bureau et mobiliser de l'espace, surtout dans les endroits où c'est cher, en région parisienne ou autre. Donc le flex office a tendance à se généraliser. Et pour les collaborateurs, il y a là un petit mot de quelqu'un de la CFDT que j'ai mis en Simpson, qui est la source de stress de trouver son espace. Mais alors que même que vous êtes sur le travail, vous n'avez plus vos repères, vous n'êtes plus forcément avec votre équipe, qui déjà ils sont peut-être en télétravail, ils sont déjà peut-être pas là, mais ceux qui sont là, ils sont peut-être loin. Le travail en équipe devient difficile et c'est pas super confortable de s'installer dans son entreprise tous les jours dans des endroits différents, même si là je force un peu le trait parce qu'on a constaté dans le flex office que les gens qui arrivent se mettent toujours au même endroit en fait. Mais bon, c'est un développement, donc là il y a carrément les entreprises qui ont surfé sur le télétravail pour réduire leurs coûts immobiliers. Moi je travaillais chez BPCE, donc les banques populaires et caisses d'épargne, j'étais au siège. Ils avaient construit les tours duo pour mettre les équipes de Natexis et autres. Finalement, ils ont réussi à caser une grosse partie des autres employés qui
qui étaient sur les immeubles aux alentours. Et en fait, ils ont multiplié par 3 le nombre de salariés qui sont prévus dans les tours du haut, justement grâce au flex office et grâce au télétravail. Donc des coûts super importants, des coûts immobiliers super importants pour ce groupe que je connais bien, mais pour tous les autres groupes aussi, j'imagine, avec tout ça. Donc ça ajoute, entre guillemets, en tout cas à mon sens, à la souffrance et au stress des collaborateurs, et aussi à l'envie de ne pas revenir. Quand vous étiez au travail, pour les managers, leur bureau, enfin il y a des endroits où, comment dire, l'image qu'on renvoyait était liée aussi à son bureau, et c'était important pour certains d'avoir des bureaux à une fenêtre, deux fenêtres, avec de la moquette, pas de la moquette. Ça situait certains managers. Donc il y a plein de choses à reconstruire comme ça, qui étaient sur des repères un peu surannés et puis peut-être stupides en tout cas, mais qui existaient. Son bureau, on avait son espace de travail, un bureau clos ou un open space, mais son endroit, entre guillemets, quand on allait travailler, on allait à son endroit avec ses collègues, ceux qu'on apprécie moins des fois, mais on avait des espaces. Et puis, hormis les aspects pratiques, donc le télétravail, le flex office, les open space avec les aspects désagréables qu'il peut y avoir, il y a des nouvelles attentes aussi des salariés. Donc actuellement, depuis, ça s'est renforcé avec la crise sanitaire, puis peut-être avec le monde qui est de plus en plus anxiogène aussi. Aujourd'hui, les salariés veulent plus seulement travailler, ils ont envie de s'épanouir dans leur travail, ils ont envie de faire quelque chose où ils se sentent utiles, ils ont envie de se sentir respectés et soutenus. 92% des salariés estiment que le bien-être au travail est aussi important que le salaire. Sur les jeunes générations, travailler avec du sens, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Actuellement, un salarié sur 2 serait prêt à quitter son entreprise pour des raisons liées à la santé mentale. On est de moins en moins prêt à subir les harcèlements, à subir une situation qui ne nous convient pas. Donc on est sur un monde qui a changé, des attentes qui ont changé, qui sont carrément différentes pour les générations Z et Y, mais qui touchent toutes les strates, même les boomers entre guillemets veulent plus forcément maintenant travailler comme avant, et plus personne n'a envie de s'épuiser au travail et de souffrir au travail comme ça a pu être le cas pour nos aînés ou pour d'autres personnes encore. Et là-dessus, les entreprises sont face à un véritable enjeu et elles cherchent des solutions rapides, efficaces et personnalisées parce qu'elles ont besoin d'être attractives pour retenir leurs collaborateurs et attirer les talents. Tous ces impacts qu'on a évoqués, les nouveaux modes de travail, les nouvelles attentes, le monde anxiogène, fait qu'il y a une amplification des risques psychosociaux. En 2024, 42% des salariés se déclaraient en détresse psychologique et 15% en détresse élevée. Donc presque une personne sur 2 trouve qu'elle n'est pas bien dans sa tête en entreprise. Voilà. Alors il n'y a pas que l'entreprise qui joue, il y en a quand même 8 sur 10 qui estiment que le mal-être est lié au travail. Un travail qui n'est pas dans de bonnes conditions, un travail qui n'a pas de sens, un travail qui les nourrit pas financièrement comme intellectuellement. Voilà. L'autre impact, c'est que 30% des prestations d'invalidité sont dues à des troubles de santé mentale. Donc 30%, un tiers des pensions d'invalidité sont liées à des troubles de santé mentale, donc plus liés à des accidents physiques entre guillemets. Un salarié sur 5 est concerné chaque année. Le chiffre il est énorme. Moi j'ai découvert un peu tout ça en posant sur le sujet, mais c'est vraiment énorme. Et le coût global des troubles psychiques au travail, c'est 50 milliards d'euros par an, et on a une hausse de 37% du taux d'absentéisme en 10 ans. Donc vous voyez, tout à l'heure on disait que le télétravail réduisait l'absentéisme, et malgré ça, on a quand même 37% de taux d'absentéisme en plus en 10 ans. Je sais pas si tout ça est lié, si ça serait rapide de dire qu'il y a du rapport de cause à effet, mais en tout cas, on constate une amplification des RPS, et c'est vraiment un sujet qui est un sujet prégnant pour les collaborateurs, et les partenaires sociaux et les entreprises. Alors comment équilibrer ce modèle, Alicia, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure.
hein. Et effectivement, il faut des règles précises sur les horaires et le droit à la déconnexion. Donc, il faut que l'entreprise ait un encadrement clair, qu'elle fixe des règles, que les choses soient connues, que ce soit communiqué, que le droit à la déconnexion soit bien tangible, qu'il y ait bien que les règles soient précises. Moi, pendant le Covid, on avait des patrons, des grands patrons qui réunissaient les collaborateurs à 18h45 pour des réunions d'information super importantes qui duraient 1 heure et demie. C'est inacceptable. Mais c'était comme ça que ça se passait. Et c'est comme ça que ça se passe sûrement encore. Parce que pour certains cadres et cadres haut placés, on ne travaille que tard. Le travail dans la soirée est plus important que travailler dans la matinée, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que moi, à mon titre personnel, je l'interprète. Soutien managérial. Donc, il faut qu'il y ait un lien régulier entre les managers et les équipes pour éviter l'isolement. Et c'est de nouveaux enjeux. Les managers sont peut-être ceux qui souffrent le plus entre guillemets du mode de travail hybride parce que ils n'ont plus entre guillemets leurs équipes sous la main ou sous les yeux et certains le vivent très mal. C'est une remise en question pour beaucoup de managers de comment je fais mon rôle de manager alors que mes équipes ne sont pas présentes. Quel est mon véritable rôle et comment je l'applique, comment je le fais et comment je suis un manager qui soutient ses équipes alors qu'elles ne sont pas ici. C'est possible, hein, mais c'est un nouveau schéma, un schéma auquel les managers ne sont pas forcément habitués. L'ergonomie, on l'avait dit, hein, pour prévenir les TMS, permettre aux collaborateurs de s'équiper aussi bien chez eux qu'au bureau, hein. D'ailleurs, on peut réfléchir à ce que sont devenus tous ces sièges ergonomiques, alors que maintenant on est en flex office tout le temps. Peut-être que il y avait des pistes à explorer. Il y a certaines entreprises, en tout cas, qui ont des marchés avec des équipementiers et qui permettent à leurs collaborateurs d'acheter ce matériel avec une participation de l'entreprise, de manière à se sentir le mieux possible chez eux, comme s'ils étaient au bureau. Donc, une certaine équivalence. La prévention des risques psychosociaux, mettre en place des actions de sensibilisation et de formation, c'est bien d'en parler, mais ça suffit pas. Comment je permets à mes collaborateurs d'être vigilants par rapport à ça, comment les sensibiliser et comment, à partir du moment où les situations risquent de dégénérer, comment j'évite que cela se transforme en véritable risque et qu'on soit dans une situation de harcèlement, de RPS ou autre. Flexibilité, on l'a évoqué aussi, 2 jours par semaine, pourquoi pas, favoriser les modalités de travail hybride pour équilibrer présence sur site et télétravail. Hein. Comment, avec le télétravail, je maintiens des journées où les équipes sont par exemple toutes là en même temps pour favoriser le travail en équipe. Enfin, il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place. Tout ça, faut y réfléchir et ça dépend beaucoup de l'organisation d'entreprise. Alors, comment on peut répondre, les entreprises peuvent répondre à ces nouveaux défis, hein. Comment elles peuvent accompagner durablement les collaborateurs, comment elles peuvent rompre l'isolement, comment elles peuvent faciliter la communication, comment faire émerger les solutions concrètes, comment prévenir les risques sans alourdir les processus RH, hein, qui subissent tout ça, qui sont en première ligne par rapport à ces sujets. On a vu qu'il y a des sujets d'organisation, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais d'après vous, c'est quoi les obstacles et quelles sont les premières actions que vous avez vues? Comment on peut répondre à ces nouveaux défis et aux questions précédentes? Il y a écrit répondez dans le chat, mais comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole. Alors, oui, de par ce que j'entends autour de moi, etc., je pense à un premier obstacle qui serait une fausse route. Typiquement, il y a certaines entreprises qui pensent que le télétravail est l'unique fautif d'une dégradation de l'ambiance, par exemple. Donc du coup, je pense que le principal obstacle, c'est un mauvais diagnostic de qu'est-ce qui fait que la santé mentale des collaborateurs s'est dégradée. J'ai l'impression j'entends autour de moi qu'il y a un recul du télétravail en ce moment, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le bannissent totalement ou qui le réduisent drastiquement. Je suis pas persuadée que ça résolve le problème de santé mentale de leurs salariés. Donc je pense que il faut se poser les bonnes questions,
quitte à faire intervenir des personnes dont c'est le métier, enfin de diagnostiquer là où se situent les véritables problèmes, quelle en est la source, quelle est l'origine des troubles constatés, plutôt que, enfin, je trouve que c'est facile il y a une réalité, hein, on l'a dit, il y a des pièges sur le télétravail, ok, pas de souci, mais faudrait pas que le télétravail, ça devienne le bouc émissaire fautif, unique de la santé mentale qui se dégrade dans les entreprises, quoi. Voilà, c'est la première chose à laquelle je pense. Alors tout à fait. Alors tout à fait. Et ce piège-là, et d'ailleurs j'ai oublié d'en parler. Une des problématiques qui va arriver justement à gérer pour les entreprises, c'est le retour au travail pour certains. Parce que effectivement, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, le télétravail devient un bouc émissaire. C'est peut-être les entreprises qui l'ont mal mis en place ou qui l'ont mis en place trop vite. Et le retour en présentiel, même partiel, pose déjà, je pense, des problèmes à certaines entreprises. Karine? Oui, je partage complètement l'avis d'Alicia. Je trouve aussi qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont tendance à reculer sur le télétravail. Donc, est-ce que c'est un manque de confiance ou peut-être se rendre compte que effectivement, ça coupe le lien social avec l'équipe? Donc pour moi, c'est vrai que ça peut pas être la seule raison. Moi, j'entends beaucoup de gens aussi qui ont des vrais soucis de management. Alors, ça va dans les deux sens, hein, le manager et à la fois les équipes qui sont managées. Ça, je le vois énormément, je l'entends énormément. Quand on gère de l'humain, c'est très compliqué. Quand on est manager, on représente à la fois une hiérarchie, mais à la fois une équipe. Et être entre les deux, c'est complexe. Et trouver le juste équilibre, je pense que c'est vraiment compliqué. Et que il y a un vrai mal-être en fait aujourd'hui. Et moi, ça me rend folle en fait de voir ça. Donc là, actuellement, je suis plus en poste, mais je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie d'y retourner? Parce que plus j'entends et plus je vois ce qui se passe, et plus ça m'inquiète, et que je me dis il faut chercher des solutions. Donc après, quelles sont ces solutions? Et puis quand on parlait tout à l'heure des heures, etc. En France notamment, quand on veut partir tôt, on est mal vu, et je trouve ça scandaleux en fait. Si le travail il est fait, s'il y a un rapport de confiance et qu'on est bien dans son taf et que voilà ça suit en fait, ça tient la route, et que pourquoi être vu d'un mauvais œil parce qu'on part à 17h ou 18h limite t'as pris ton après-midi. En fait, faut arrêter. C'est pas possible d'entendre ça aujourd'hui, quoi. Et ça me fait penser au modèle qui est fait, alors je sais plus si c'est en Suède ou aux Pays-Bas ou un des pays, enfin les pays nordiques, beaucoup ne sont pas du tout dans cette mentalité-là, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des pays voisins où justement on n'est pas dans ce rapport-là. À partir du moment où le travail il est fait, ok, je pars à 17h ou même 15h et mon taf il est fait, et je sais comment je travaille, et derrière j'ai une vie après le travail. Et c'est ça aussi qu'il faut, je pense, mettre en avant. On est des êtres humains avant d'être des salariés, donc pour qu'on soit bien au travail, il faut qu'on soit déjà bien dans sa vie perso, et qu'on ait cet équilibre-là et ce droit à coupure justement et déconnexion. Donc il y a vraiment des sujets de réflexion sur tout ça, et quelles sont les solutions. Si certains vous en avez, moi je suis preneuse. Hein. Et j'aimerais bien que ça soit même sujet à débat, mais beaucoup plus amplement que dans le cadre de cet échange aujourd'hui, hein, parce que ça va bien au-delà de ça. Hein. Oui, ça va bien au-delà de ça. C'est un vrai problème de société. Et comme tu l'as évoqué, effectivement, il y a effectivement partir à 17h dans nos entreprises, c'est mal vu. Hein, c'est mal vu par des cadres qui arrivent souvent à 10h et qui font des repas assez longs, mais qui commencent leur journée finalement à 15h. J'exagère un peu, hein, je marque le trait, là je suis vraiment dans l'exagération, mais effectivement j'ai connu beaucoup de situations dans le tertiaire, dans la banque ou autre, où vos managers commencent leur journée ou font les choses importantes en fin de journée, et peu importe si les collaborateurs, cadres ou pas, ont travaillé depuis 8h du matin et n'ont pas arrêté. S'ils partent tôt, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas. Il y a cette imagerie qui est assez désagréable, en tout cas que j'ai rencontré où j'ai travaillé. Donc j'entends bien ce que tu dis. C'est pas le cas partout, hein, j'espère, mais on est quand même effectivement, on regarde plus les horaires des gens que le travail effectué, souvent. Alors des réponses. Les réponses, on est sur l'international.
sur le coaching week, hein, donc forcément dans les réponses, on a le coaching comme réponse aux nouveaux défis. Hein. C'est pas le seul. Hein. On a vu qu'il y a des sujets qui sont aux mains des entreprises, il y a des sujets qui sont organisationnels, il y a des sujets qui sont outils. Il y a plein de choses à changer. Le coaching, par contre, peut apporter une réponse au mal-être des managers et des collaborateurs. Pourquoi? Tout d'abord parce que le coaching, il offre un espace de recul confidentiel et sécurisé pour réfléchir, hein, clarifier ses priorités, prendre les meilleures décisions. En fait, le coaching, moi, si je suis devenu coach, c'est parce que j'ai été coaché et que j'ai beaucoup apprécié ce que ça m'a apporté et que j'avais envie de le rendre dans ma fin de vie professionnelle. Donc, cet espace, le coaching, c'est quand même le moment où les collaborateurs et les managers ont, dans leur journée de travail, sur leur temps de travail, entre guillemets, un espace qui leur est réservé, où ils peuvent enfin se poser et regarder avec un coach comment ils travaillent, comment ils peuvent améliorer les choses, et ne pas être toujours dans l'engrenage où on tourne, ou dans la roue du hamster, où on tourne, on gère ses équipes, on gère ses dossiers, on gère tout ça. Le coaching, ça permet de prendre cet espace de recul et de se dire, est-ce qu'il faut pas que je sorte de la roue du hamster un petit peu pour prendre du temps à regarder comment je fais, à regarder comment je me sens pour aller mieux et pour travailler peut-être autrement. Donc le coaching, il offre cet espace. Il propose aussi un accompagnement personnalisé sur les objectifs concrets du coaché. On s'occupe du coaché, on s'occupe pas de l'entreprise, même si l'entreprise c'est un système et qu'il faut trouver sa place dans le système et que forcément il y aura une vue systémique. On est centré quand même sur le coaché, comment c'est ses objectifs qui sont importants. C'est aussi un outil de développement professionnel et humain qui est basé sur l'écoute, le questionnement, la responsabilisation. C'est quelque chose qui permet, en tout cas, en réfléchissant sur ces pratiques, en ayant des prises de conscience, en agissant sur les premiers pas qu'on veut faire et ce qu'on a envie de faire, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer à titre personnel et à titre professionnel. Il agit, je viens à toi tout de suite, il agit sur le stress, l'autonomie, la motivation, le leadership. Alicia. Oui, je me questionne aussi sur parfois il y a des entreprises qui font appel à des coachs ou à des organismes pour faire des bilans au sein de l'entreprise, etc. Et parfois les attentes des entreprises peuvent rentrer en contradiction avec les désirs des salariés, par exemple. J'avais discuté avec une coach qui me disait, j'étais prise, sur une mission, etc. C'était pour qu'un nouveau manager prenne bien en main son rôle, devienne un peu plus sharp, etc. Et en fait, le coaching, ça a donné que le manager s'est rendu compte qu'il ne voulait pas manager et il a quitté la boîte. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée un peu voilà. En fait, je me questionne sur quand le coaching est demandé par l'entreprise, c'est pas toujours, ça ne concorde pas toujours avec les besoins des salariés. Il n'y a pas les mêmes désirs de rentabilité, je me questionne sur ça. Alors, on est sur un sujet de déontologie. Un coach qui est un coach ICF, normalement, priorisera le besoin du coaché et pas le besoin de l'entreprise. C'est-à-dire que normalement, moi en tant que coach ICF, si on me dit je veux que vous coachiez monsieur Untel parce que je trouve qu'il va pas bien et si ça avance pas, on a envie, s'il progresse pas grâce à vous, on va le virer. J'accepte pas la mission de coaching. Dans les règles de déontologie et dans les examens qu'on passe, on a d'ailleurs ce cas, ce type de cas. Ce sont des choses qu'on n'accepte pas. On est là pour le coacher. L'entreprise peut avoir des envies. Déjà, on travaille dans la confidentialité. Donc, ce qui se passe avec le coaché, on n'en parle pas au manager, on n'en parle pas à la RH. La RH peut avoir des objectifs et des besoins, mais c'est toujours le coaché qui est notre préoccupation. C'est pas l'entreprise. Donc, on transformera pas Monsieur Machin en requin. Par contre, on travaillera sur ses besoins, ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de devenir un requin, il ne devient pas un requin. S'il a envie de travailler autrement, il travaille autrement. On n'est pas là pour formater les gens. Le coaching, c'est pas du conseil, c'est pas de la formation. On est vraiment pour susciter des prises de conscience. Et dans le cas que tu évoques, le coach a priori a accepté une mission qu'il n'aurait peut-être pas dû accepter, mais en tout cas le résultat, dans ce qu'il a fait dans sa pratique, dans ce qui a été décidé en tripartite ou autre, dans sa pratique, en tout cas, il a permis à son coaché de prendre conscience de ce que son coaché voulait vraiment faire, puisqu'il est parti
Donc il a plutôt, même si la mission, il aurait pu ne pas la prendre, il a plutôt bien fait son boulot dans le cadre de la déontologie et la confidentialité, puisque il a permis à son coaché de faire le point sur ce qu'il avait vraiment envie de faire. Et il avait pas envie de rester dans cette société. Stéphanie? Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, il a rendu service à l'entreprise aussi sur le long terme. Il n'y a rien de productif à garder quelqu'un qui va agir à l'encontre de ses valeurs. Donc, pour moi, c'est du gagnant-gagnant, cette histoire. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est du gagnant-gagnant parce que la personne a pris conscience de ce qu'elle voulait faire et l'entreprise ne misera à dépenser un peu d'argent, mais à préserver l'avenir parce que c'est quelqu'un qui l'aurait quitté de toute façon, qui répondait pas en tout cas aux attentes de l'entreprise. Donc le coaching a permis aux collaborateurs de faire ce constat-là. Tant mieux. Par contre, effectivement, souvent les RH, ils apprécient pas toujours de financer du coaching et de voir les ressources sur lesquelles ils comptaient peut-être à tort, en se trompant, partir. Mais c'est le jeu dans le coaching, c'est un espace pour le coacher, pour qu'il ait des prises de conscience, qu'il fasse le point sur ces situations et qu'il fasse les premiers pas. Donc c'est quelque chose qui peut être au bénéfice de l'entreprise, mais c'est principalement au bénéfice du collaborateur ou du manager qui est coaché. Donc le coaching, les bénéfices du coaching, 75% des individus déclarent que le coaching les a aidés à réduire le stress. Alors là, on est sur les stades de l'ICF, donc je suis en toute transparence. 86% des entreprises constatent une augmentation de la productivité grâce au coaching, et 70% des personnes ayant suivi un coaching de leadership déclarent avoir développé des compétences plus efficaces. Donc on est sur des résultats très positifs, et le ROI moyen, a priori, est de 5,7 fois le montant investi dans le coaching. Alors, me demandez pas comment c'est calculé, mais je ne sais pas. Alors les sources, c'est l'International Coaching Federation. C'est des sources aussi qui sont, j'imagine, mondiales, pas forcément françaises, en sachant que le coaching au Canada, en Belgique, c'est des choses qui font vraiment partie de la vie professionnelle et sur lesquelles les entreprises misent massivement. Donc c'est qu'elles croient et qu'il y a des résultats. Elles y croient qu'il y a des résultats. Ils sont moins timorés qu'en France par rapport à ça. En Belgique aussi, c'est comme il n'y a pas le système de formation professionnelle est différent. En Belgique, les gens n'hésitent pas à investir eux-mêmes dans du coaching à titre particulier. Contrairement à la France, où c'est plus les entreprises qui sont prescripteurs. Des questions par rapport à ça? Ou des remarques? Avant qu'on passe à l'aspect un peu plus commercial. Non. Ok. Alors, deux structures à votre disposition, puisqu'on parlait de coaching. Alors, restez jusqu'à la fin, j'aimerais bien vous parler de l'Humanae, vous parler de moi un petit peu. Odyssée Solutions, c'est un collectif de coachs avec des spécialités différentes. Donc, dans la solution à apporter aux collaborateurs, aux managers, il y a le coaching. Et dans le cadre du coaching, vous avez des coachs à disposition partout à ICF. Et vous avez Odyssée Solutions, c'est-à-dire moi et un ensemble de partenaires. On n'est pas lié on n'a pas de lien financier. C'est juste un ensemble de gens qui s'apprécient, qui ont des compétences différentes, qui se mettent ensemble pour apporter des solutions à nos clients, en particulier aux entreprises, tout simplement. Donc on a différentes spécialités. Moi je suis praticien de BTI, Ludivine aussi, Émilie Esseron et CNV, bilan de compétences aussi, Laure est formée au disque, Morgane est formée au PCM et dans l'agilité, enfin plein de profils différents. Je vous invite à aller voir sur le site. Voilà, si vous avez besoin d'un coach, une spécialité, vous pouvez faire appel à nous, à Odyssée Solutions, puis à mes partenaires. On travaille sur l'accompagnement du changement, le développement des talents, la transition professionnelle, la gestion du temps, la gestion des conflits, bien notre travail, tous les sujets qui sont des sujets de coaching et qui nous permettent de faire un pas supplémentaire vers nos objectifs ou de lever un frein. La deuxième structure, c'est l'Humanae, qui est une structure qui offre une solution qui est très novatrice, dans laquelle je crois beaucoup. Je suis actionnaire de l'Humanae, d'ailleurs, et je participe comme coach ainsi qu'Emilie à
à cette structure. Il propose du coaching professionnel, situationnel, professionnel et situationnel. Donc le coaching situationnel, c'est la possibilité d'accéder directement à un coach quand vous en avez besoin, pour le temps nécessaire qui permet de résoudre sa problématique. Là où moi j'y vois quelque chose de vraiment intéressant, c'est quand vous prenez rendez-vous avec un coach, généralement, surtout si vous passez par votre entreprise, il y a une première tripartite qui définit un peu les objectifs, pourquoi on fait ça, le cadre, le nombre de séances, entre 5 et 15 selon les entreprises, et on prend un premier rendez-vous, puis un deuxième rendez-vous, puis un troisième rendez-vous. Et généralement, quand vous travaillez sur le long terme, vous voyez votre coach, ça va bien. Mais souvent, dans la vie professionnelle, vous avez des impératifs. Et votre coach, vous avez peut-être envie de le voir un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et quand on fait, pour l'avoir vécu en tant que coaché, en tant que personne qui bénéficiait, quelquefois, on a besoin de voir son coach tout de suite et il est pas là. Et quelquefois, on a rendez-vous avec son coach et finalement, on n'a pas vraiment de matière à apporter. On a toujours des choses à évoquer avec son coach. Comme je vous l'ai dit, c'est un espace qui nous est réservé, donc on va en profiter. Mais les sujets les plus importants ne sont pas forcément traités parce qu'ils ont été déjà subis ou déjà réglés. Donc, le coaching situationnel, ça vous permet, quand vous avez je sais pas, un conflit dans votre équipe qui vient d'arriver, que vous êtes bien énervé, que vous savez pas comment le régler, que vous avez un entretien à mener avec votre manager ou votre N+1 ou votre COMEX pour présenter un projet dans pas longtemps et vous n'êtes pas bien, là vous appelez un coach et ça vous permet d'avoir le coach tout de suite et de régler la problématique quand elle arrive. Donc pour moi c'est assez génial. Ou de prendre, alors soit directement par téléphone, je vais vous montrer après, soit prendre un rendez-vous, mais un rendez-vous qui sera rapide, pas un rendez-vous qui sera à 10 jours, à 15 jours ou à plus. L'Emanae est un organisme de formation comme Odyssée Solutions, mais l'Emanae est certifié Calliope, contrairement à moi. Et c'est surtout une entreprise qui est spécialisée dans les RPS, la gestion du stress, le développement du bien-être et du travail, et qui fait des audits au niveau des RPS et propose tout un ensemble de formations qui sont adaptées justement aux situations de stress, de RPS ou autres. Là, vous avez les différentes choses qu'on propose. Et là, le coaching situationnel, tout simplement, vous voyez, c'est une application et l'entreprise achète des minutes pour ses salariés. Donc, elle a la possibilité, entre guillemets, d'offrir du coaching. Donc, ils achètent un package de minutes qu'ils répartissent, qu'ils mettent dans un pot commun pour leurs salariés. Leurs salariés, à l'aide de l'application, peuvent tout simplement prendre rendez-vous quand ils veulent avec un coach. Il y a un collectif de 50 coachs certifiés qui sont disponibles et qui répondent pour apporter une solution ou un premier contact avec le collaborateur ou le manager qui a besoin d'un coach qui veut exprimer une problématique ou qui veut prendre un rendez-vous rapidement. La solution, elle est rapide. Donc, il y a des avantages, évidemment, pour le coaché. Il peut faire ça de son bureau, mais il peut faire ça dans la rue s'il a envie, de chez lui. Alors, évidemment, il y a des créneaux horaires. C'est pas à 22 heures. C'est pas une hotline 24 heures sur 24, mais surtout sur la journée, il y a la possibilité d'avoir un coaching dans les limites des minutes accordées par l'entreprise. Donc, différents modèles. Soit c'est un temps qui est donné à chaque collaborateur, soit c'est un pot commun et chaque collaborateur il pioche quand il en a besoin. Et pour l'entreprise, la solution est clé en main, elle permet d'offrir du coaching aux collaborateurs. La tarification est avantageuse par rapport au coaching classique, c'est presque divisé par 3 parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures. Et ce qui est aussi un atout pour l'entreprise, c'est qu'elle a des statistiques confidentielles. Il n'y a aucun nom qui apparaît, mais les collaborateurs qui sont totalement anonymes, ils peuvent s'appeler Bart Simpson s'ils ont envie. Il n'y a pas de traçage, tout ça, mais peuvent évoquer grâce à un menu déroulant les problématiques qu'ils évoquent sous forme de conflit, stress, sur des mots assez génériques, et l'entreprise a comme ça un premier retour des difficultés qu'il peut y avoir dans son entreprise, de la consommation des minutes qu'elle a payées, du nombre de personnes, sans que ce soit nominatif, mais du nombre de personnes qui utilisent l'application, ce qui est un indicateur,
et ils ont même, s'ils font ce choix-là et que les collaborateurs sont d'accord, la possibilité de savoir si c'est plutôt des cadres, des salariés, des alternants, des CDI, pas, si les salariés acceptent de remplir ces éléments-là. Donc la confidentialité est bien sûr préservée. Voilà les bénéfices partagés. Donc pour le coaching, on l'a évoqué, hein, l'espace d'écoute, la confiance en soi augmentée, la diminution du stress, hein, l'augmentation du bien-être au travail, des solutions aux problématiques du quotidien. C'est un cadeau de l'entreprise, hein, c'est aussi un signe de reconnaissance, hein, quand l'entreprise vous offre du coaching, vous donne du coaching, même si quelquefois c'est pris comme une punition, c'est pas le cas, hein, c'est un investissement sur la personne, un espace de perfectionnement. Et pour l'entreprise, c'est un mouvement d'ensemble, hein. Quand vous êtes une entreprise et que vous offrez du coaching, vous proposez du coaching à vos collaborateurs, c'est une démarche positive. C'est un moyen de résoudre les problèmes, parce que dans le coaching, il peut y avoir des sujets pro, hein, bien sûr, mais il peut aussi y avoir des sujets personnels. Quelqu'un qui ressent du mal-être dans sa vie de tous les jours, c'est pas parce que le coach est un coach payé par l'entreprise que ce sujet-là ne peut pas intervenir. Bien au contraire, hein. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie perso, vous serez pas forcément pas bien dans votre vie dans l'entreprise et vice versa. C'est un tout, hein. On fonctionne en système, on est des êtres humains, notre vie, elle ne se limite pas à une seule sphère. Et quand il y a une sphère qui va pas, ça a forcément souvent des impacts sur l'autre sphère. Donc quand vous n'êtes pas bien dans votre vie perso, c'est difficile dans l'entreprise, et quand vous êtes stressé dans votre entreprise et pas bien, ça va jouer sur votre vie perso, c'est logique. Donc le coach peut intervenir sur ces deux aspects. Pour l'entreprise, c'est une entreprise qui propose du coaching, qui prend soin de ses salariés, une attractivité augmentée, hein. Donc fidélisation, engagement, gain de productivité, diminution des RPS, et au final des charges RH qui sont diminuées, puisque ce sujet-là est pris en charge par les coachs et non pas par les fonctions RH. Pour finir, sur une citation que j'aime bien, hein, de Richard Branson: « Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise ». Voilà, j'ai terminé. Donc si vous avez des choses que vous voulez revenir, vous avez sur le slide, donc je peux vous envoyer les descriptifs de nos deux entreprises, hein, avec ce qu'elles font, voilà, et les sources qui ont permis de préparer tout ça.